Bonjour, je suis Xavier Durand, le directeur général de la COFAS. La vérité, c'est qu'en acceptant cette invitation à parler cet après-midi, je n'avais pas la moindre idée de ce dans quoi je me lançais. Je trouvais que l'idée était intéressante. D'habitude, je parle dans un cadre très normé, très structuré. Et là, je fais face à une liberté nouvelle, excitante tout aussi qu'effrayante. Pouvoir dire absolument ce que je veux ou ce que je peux sur un thème qui est immense et tellement consubstantiel de notre condition humaine, la vérité. La vérité, c'est que 7 minutes de temps imparti pour cette intervention, c'est court. Et ça peut aussi paraître terriblement long quand on commence à ramasser ses idées. Je me suis donc demandé comment aborder cette question de la vérité. Et comme souvent, quand le sujet est important, on revient au fondement. J'ai repensé à mon enfance, à mon grand-père Émile, directeur d'école libre, catholique convaincu, la vérité, mais curieux des sciences, la vérité, et passionné d'agronomie, et à mon père, professeur de physique à l'université, et à sa soif de toujours vouloir tout expliquer. Et c'est en écrivant ce texte que j'ai pris la mesure peut-être de ce qu'ils m'ont vraiment apporté. Alors je me suis dit, il faut commencer par soi-même, et je vais venir cet après-midi dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et déjà, en disant ça, un doute naissait, est-ce que c'est même possible? Est-ce que le jurer en soi, c'est pas malhonnête, voire prétentieux? On est d'accord, il y a un seul état physique, une seule situation qui existe à un moment donné, une vérité donc à la fois, ça devrait être relativement facile. Mais Heisenberg lui-même a démontré que l'incertitude faisait partie intégrale de la vérité. Et puis voilà, cette évasive vérité, on peut en fait la regarder sur une grande quantité de dimensions, et alors on commence à douter. On sait par ailleurs qu'en physique, la simple observation d'un phénomène interfère avec celui-ci, et donc plus je la cherche, cette vérité, plus je la modifie, plus je la distord, et comme vous voyez, c'est compliqué. Alors il y a encore plus dur. La vérité, on la décrit avec des mots qui sont empreints de culture, d'histoire, on l'estime à travers des jugements ou encore des chiffres pour essayer d'en faire une représentation qui soit réaliste. Et ça veut dire que plusieurs observateurs vont donc avoir des rendus différents, voire contradictoires de cette même vérité. Et finalement, en la résumant à quelques mots, on ne peut en faire qu'une description simplifiée, biaisée. Vous avouerez que c'est désespérant. Plus on va la regarder en détail et de plus en plus près, plus elle va nous paraître complexe. On le voit bien dans le domaine de la biologie, par exemple. Plus on creuse, plus on trouve, et plus ça se complique, et moins on comprend. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si le détail est aussi complexe, comment est-ce qu'on peut être aussi sûr que la totalité de ce que ça représente au global reste compréhensible, que cette réalité a encore du sens? Et pourtant, c'est critique. C'est tellement important. Si on s'éloigne de trop de cette vérité, les conséquences peuvent être dramatiques. L'histoire le prouve. On peut saigner à blanc des patients pour essayer de les guérir. On peut sacrifier des innocents sur des autels pour conjurer des catastrophes. On peut lancer des peuples entiers dans des guerres inutiles. On peut presque tout faire faire à un groupe humain qui est convaincu de détenir la vérité. Alors, papa, toi qui de ton vivant n'as jamais compris ce que je venais faire dans la finance capitaliste, c'est peut-être dans cette quête de la vérité qu'est notre point commun. Le rapport avec mon rôle de chef d'entreprise, d'expert des questions de risque, d'économie, de patron d'une société qui a 5500 personnes et qui a un rôle important à jouer en facilitant près de 3000 milliards d'euros de transactions dans 200 pays à travers le monde. S'approcher autant qu'on peut de la vérité tout en restant extrêmement simple, concret, imagé, pour pouvoir la partager et convaincre, entraîner sans trop distordre, voilà pour moi le Graal. C'est pour moi l'essentiel du rôle du dirigeant, le fondement de son éthique. Et chez COFAS, on essaye de faire ça finalement. On essaye de trouver où est le risque de défaillance d'une entreprise. On évalue en permanence la solvabilité à court terme de 5 millions d'entreprises
Est-ce qu'elle est en bonne santé, bien gérée? Va-t-elle se développer ou va-t-elle faire défaut? On ne s'approche de cette vérité que statistiquement, à l'aide de modèles, de data, d'expériences accumulées, de points d'observation multiples, coordonnés, d'une soif d'apprentissage et de remise en cause permanente, de rigueur et d'humilité. Pour ça, on investit dans le data, dans la technologie, dans l'expertise. On a embauché plus de 800 personnes en 4 ans dans ces domaines. On investit des dizaines de millions d'euros par an pour développer de nouveaux systèmes. Et grâce à ces investissements, on est passé de 10 jours à 2 heures pour traiter une demande d'information sur une zone éloignée. On est passé de 40 à 250 millions d'entreprises qui sont référencées dans notre base de données. On répond à une demande d'information toutes les 5 secondes. Alors, tout ça, c'est des chiffres. Mais derrière ces chiffres, il y a des valeurs qui dépassent la technologie et le progrès. On sait à la fois que le passé ne garantit pas l'avenir, mais aussi que certaines lois sont rémanentes. On sait que le jugement critique, combiné à la conscience de sa propre ignorance, sont le début du chemin vers cette espérance statistique de vérité qui a tant de valeur. Alors, bien sûr, pour ceux qui ont vu le film, on peut toujours espérer qu'un improbable Ethan Hunt va apparaître et combattre à lui tout seul la prise de contrôle de la vérité par l'entité. Mais si, comme moi, vous ne croyez pas aux héros de films américains dans la vraie vie, c'est peut-être ça la vérité, la capacité à rester humble devant sa complexité, mais déterminé à la faire connaître du plus grand nombre. Je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Boeuf, je suis le CEO d'une petite société, une jeune société innovante qui développe des batteries, donc des dispositifs de stockage d'énergie et qui utilise d'autres matériaux que les technologies mainstream, puisqu'à la place du lithium, Tiamat, la société que je représente, fait circuler des ions sodium pour plein de raisons, mais ce n'est pas vraiment l'objet du sujet aujourd'hui. Il m'arrive beaucoup de me déplacer dans le cadre de mes fonctions, et particulièrement entre l'Asie et les États-Unis, pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons des clients américains pour notre produit, et la deuxième, c'est que nous avons des fournisseurs et des partenaires industriels asiatiques, et en particulier chinois. Et au cours de ces voyages, il m'est arrivé d'avoir été interpellé par une chose assez singulière que je pense certains d'entre vous ont déjà expérimenté. C'est lorsque vous voyez une map monde au mur en Chine. Elle est très bizarre. Vous avez la Chine au milieu, les États-Unis à gauche, l'Europe à droite. Et quand vous voyez une map monde aux États-Unis, elle est très bizarre aussi, puisque vous avez les États-Unis au milieu, puis vous avez la Chine à gauche et l'Europe à droite. Et alors on peut se poser la question, c'est quoi la vérité en fait, puisque la map monde européenne, telle qu'on la connaît depuis qu'on est petit, qui était punaisée, je dirais, sur les murs de nos écoles primaires, elle a l'Europe au milieu et inversement. Et donc c'est quoi la vérité parmi toutes ces propositions? Alors c'est une question légitime qu'on peut se poser, et pour essayer d'y répondre, on peut essayer de céder des définitions de la vérité. C'est ce que j'ai essayé de faire pour préparer cette intervention à l'invitation de Nicolas, que je remercie. La première, alors pour ne pas l'oublier, je l'ai écrite sur ma main, mais elle est en train de s'effacer, alors je vous prie de m'excuser. Donc la définition qui m'a plu, c'est la conformité à un sentiment de réalité. La conformité à un sentiment de réalité. Pourquoi est-ce qu'elle m'a plu? C'est parce qu'en fait, elle explique bien, cette définition-là, qu'il y a des faits, les faits, la réalité, mais que la conformité du sentiment par rapport à sa réalité, ça veut dire qu'il y a un autre truc qui joue. Et cet autre truc, en l'occurrence, c'est, j'appelle ça nos lunettes, hein. C'est notre sensibilité, c'est notre culture, c'est d'où on vient, c'est ce qui fait de nous ce qu'on est,
notre expérience, notre éducation, etc., etc. Et donc on porte tous des lunettes, alors moi je ne les ai pas là, mais des lunettes, pas des lunettes physiques, hein, mais des lunettes qui sont en fait un outil qui nous permet d'appréhender une réalité et d'en faire une vérité. Et alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'on peut se dire mais c'est très très loin de nos préoccupations, notamment nos préoccupations d'entrepreneurs. Eh bien c'est parce que je ne suis pas entrepreneur moi-même à l'origine. J'ai démarré ma carrière dans les usines, fraîchement diplômé d'une école d'ingénieur, en tant qu'ingénieur méthode. C'est celui qui chronomètre les postes de travail, écrit les gammes opératoires, etc., etc. Puis après, s'occuper de la production, puis après de la qualité, puis après revenir au progrès continu, c'est-à-dire le petit gars qui avait écrit les gammes, c'est-à-dire moi, on va les améliorer, on va faire mieux, etc. Et en fait, cette culture-là, sans m'en rendre compte, et je l'ai réalisé en préparant le sujet, sans m'en rendre compte, cette culture nous amène à amenuiser considérablement nos lunettes et de nous concentrer simplement sur les faits tels qu'ils sont et les évidencer, mais les évidencer pas pour soi-même, les évidencer pour toute une organisation qui a le besoin de les traiter. Et ça, c'est vraiment une déformation ou alors une formation professionnelle qu'un certain nombre d'entre nous ont, notamment les gens qui sont passés par l'industrie, les ateliers, puisqu'aujourd'hui on doit, voilà, une machine, je l'ai entendu tout à l'heure, elle a un rendement, et ça je veux dire, au bout d'un moment, on a beau dire, bon, je suis pas d'accord, il y a un budget, il y a un référentiel, c'est évident et on doit être dedans, dessous, etc., etc. Donc cette culture-là, elle est importante. Et puis à un moment donné de ma carrière, il m'a été donné l'opportunité effectivement d'entrer dans l'entrepreneuriat en reprenant une start-up, la start-up que je vous ai présentée tout à l'heure, Tiamat. Et alors là, j'étais subjugué par la puissance des lunettes des gens. Dans ce monde-là, le monde de la start-up, le filtre personnel est absolument énorme et transforme de façon incroyable les faits tels qu'on devrait les voir, ou en tout cas tels que moi je les voyais à l'époque où effectivement je suis rentré dans cette société. Et donc quand j'ai pris la société, je n'ai eu de cesse que pour mon organisation interne de faire en sorte, comme dans l'industrie avant, que tout le monde ait les faits évidencés de la même façon. C'est quoi notre marché? C'est quoi notre force? C'est quoi notre potentiel? C'est quoi notre... etc., 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 pour qu'on aille tous dans la même direction sans aller vers des excès. Et puis, comme tout entrepreneur, on cherche de l'argent à un moment donné, on pitch. Et c'est là où mon message, en fait, aujourd'hui, s'adresse aussi aux financeurs, s'adresse à l'écosystème. On voudrait tous avoir la licorne, les superbes volumes, etc., etc. Mais on est en Europe. L'Europe, aujourd'hui, c'est des marchés qui sont plutôt contraints. C'est aussi des coûts de fabrication qui sont relativement élevés, mais c'est une force de R&D et d'innovation et une culture industrielle très forte. Eh bien, aujourd'hui, ce que je voudrais, en fait, mon message, mon appel, mon cri du cœur, c'est qu'aujourd'hui, les projets que nous portons tous soient présentés au sens vrai du terme, c'est-à-dire des projets qui sont en Europe, en France, dont on connaît les marchés, dont on connaît la taille, dont on connaît les forces, dont on connaît les faiblesses, et enlevons nos lunettes traditionnelles qui sont celles où on attend des licornes, des valorisations incroyables et des choses extraordinaires. La majorité de nos startups sont des petites sociétés, seront des ETI, vendons-les comme telles et achetons-les comme telles, au vrai sens de la vérité.